Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous retrouver dans le cadre de nos suppléments, si c'est pour la culture, on a déjà donné, qui me donne aujourd'hui le plaisir de recevoir Nicolas Véraud, charcutier, fils de charcutier, petit-fils de charcutier. La charcuterie fait partie, évidemment, de tout ce qui tourne autour de l'alimentation et de la cuisine, comme on sait, relève du ministère pas de la santé à certains égards, mais de la culture à d'autres, car depuis d'assez nombreuses années, les cuisiniers sont fréquemment récompensés par un grade ou un autre dans l'ordre des arts et lettres. C'est la grâce que je vous souhaite. Nicolas, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Donc, je l'ai dit, vous êtes charcutier, fils de charcutier, petit-fils et arrière-petit-fils, non Arrière-petit-fils. Je suis la quatrième génération dans la famille, quatrième génération au sein de la maison Véraud, et on peut même remonter à cinquième génération, vu que j'ai un arrière-grand-père qui était également charcutier, arrière-grand-père qui était également charcutier, mais qui, lui, n'avait aucun rapport avec la maison Véraud dans laquelle je travaille aujourd'hui. Autant que vous le sachiez, il y a beaucoup de charcutiers qui ont une lignée charcutière qui remonte à aussi longtemps. Autant que je le sache, le métier de charcutier était un métier extrêmement populaire et courant jusque assez récemment. Il y a quelques jours, j'ai une statistique assez intéressante. Plus de 1000 charcutiers à Paris, enfin Île-de-France, en Île-de-France. Aujourd'hui, on est à peu près une cinquantaine. Je parle de 1000 charcutiers dans les années 80, début des années 90, fin des années 80. Donc, c'est un métier qui a connu une forte régression en termes de nombre de pratiquants. Mais on pense très sincèrement, mes parents, avec lesquels je travaille et qui sont également charcutiers, mais également nos confrères, que le plus dur est derrière nous, que le creux de la vague est derrière nous, et que c'est à nous, notre génération, de réécrire les lettres de noblesse de notre métier. À quoi est-ce qu'on attribue dans votre profession ce moment si difficile entre les années 80 et maintenant Alors, on l'attribue à l'industrialisation. Ouais. Dans les années 60, 70, vous avez eu l'essor de grandes surfaces qui ont détruit le petit commerce. Alors, je ne porte pas un jugement de valeur sur le fait est-ce que c'est bien ou est-ce que ça ne l'est pas. Personnellement, vous vous doutez que si jamais on me demande mon avis, je serais plutôt en faveur de centres-villes remplis de vie et donc de commerçants. C'est mon avis. Maintenant, pourquoi est-ce que la charcuterie artisanale a tant souffert de la charcuterie industrielle? Simplement parce que je pense qu'on n'a pas su s'adapter assez rapidement à ce chamboulement qu'a provoqué l'industrialisation. J'entends par là qu'aujourd'hui, l'immense majorité de mes confrères artisans charcutiers ont bien compris que notre salut passerait par une montée en gamme. Si jamais vous souhaitez faire du bas de gamme, si jamais vous souhaitez faire du moyen de gamme, un industriel le fera toujours mieux qu'un artisan. C'est comme ça. Vous aplatissez les coûts en faisant pas un jambon, mais en faisant en comptant déjà pas en unités, mais en tonnes. Donc on dit plus qu'on fait un jambon. Moi, je peux vous dire par exemple qu'on fait une quarantaine de jambons par semaine, ce qui à l'échelle d'un artisan est absolument colossal, mais à l'échelle d'un industriel, c'est rien du tout. Eux, ils vont parler en tonnes par semaine, par jour, que sais-je. Je sais pas comment est-ce qu'ils travaillent. Bien entendu que eux peuvent absorber un volume, ce que nous, on ne peut pas faire au-delà d'une certaine échelle, et en absorbant ce volume, ils peuvent faire baisser les coûts. Nous, notre grande force, c'est qu'on a un œil professionnel, un œil, les yeux de nos yeux et les yeux des artisans, couplés à notre savoir-faire pour savoir comment est-ce qu'on va traiter au mieux possible chacun des produits.
Et donc, essayer d'être dans l'excellence, dans le bon, dans chacun de nos gestes, pour qu'à la fin, le client ait ce qu'on puisse proposer de mieux. Ce qui n'est pas possible quand on traite des volumes faramineux à l'échelle, par exemple, d'une industrie. Alors, quand on pense à cet effondrement de l'effectif des charcuteries et des charcutiers, on pense aussi que c'est un métier de tradition qui se manifeste de manière un peu spectaculaire tous les troisièmes dimanches de novembre à l'église Saint-Eustache à Paris, l'église des Halles, dans laquelle la confrérie Saint-Antoine, donc la confrérie des charcutiers, Saint-Antoine et son cochon, on s'en souviendra, fait dire une messe pour les charcutiers et charcutières morts, messe du souvenir des charcutiers et des charcutières, suivie d'un buffet préparé par les élèves des écoles de charcuterie, buffet qui est donné dans les chapelles des absides de Saint-Eustache. Et c'est un événement qui a pris ces dernières années un côté presque mondain. Enfin, on voit, c'est devenu un peu chic d'aller à cette messe du souvenir souvenir des charcutiers. Mais si j'ai précisé que le buffet était préparé par les élèves des écoles de charcuterie, c'est pour vous poser la question de savoir si il y a du côté des jeunes générations un suivi des efforts dont vous parlez pour traiter la charcuterie artisanale avec le maximum, non seulement de qualité, mais aussi d'inventivité, on y reviendra. Et bref, grosso modo, est-ce que la charcuterie recrute ? La charcuterie recrute, donc un peu comme comme dans tout secteur, il y a une offre, il y a une demande. La charcuterie recrute, donc il y a une offre. Maintenant, la demande a connu un creux, c'est-à-dire qu'on a eu un trou de vocation, on a eu une crise des vocations, excusez-moi, je dirais des années 2000 aux années 2000, 2010, 2015. Ça a été très très compliqué. Aujourd'hui, on commence à voir aujourd'hui, on assiste à des effectifs qui sont remplis dans les écoles de charcuterie. Celle que vous mentionnez, c'est le CEPROC, qui je pense qu'il faut rendre hommage quand on parle de cette école aux anciens qui dans les années, alors je veux pas dire de bêtises, mais je dirais 60-70, quand le métier d'artisan charcutier était encore quand le métier d'artisan charcutier était encore vraiment très puissant, parce qu'on peut vraiment parler d'une certaine puissance de cette corporation à l'époque, d'avoir acheté un immeuble, ou je sais pas si c'était un immeuble, ou tout un espace immobilier, d'y avoir construit une école pour y former les artisans charcutiers de demain. Si jamais cet investissement n'avait pas été fait à cette époque-là, aujourd'hui, on n'aurait certainement pas d'école pour former des charcutiers à Paris. Sauf que le CEPROC est aujourd'hui vraiment le fer de lance de la formation charcutière française. Je ne dis pas que les CFA, donc les centres de formation des apprentis en province, ne sont pas recommandables. Ils sont excellents, il n'y a aucun problème là-dessus. Chacun avec leur spécificité et ainsi de suite, il n'y a pas de souci. Par contre, il est important que dans la capitale, nous ayons une formation qui attire d'ailleurs les jeunes de toute la France, une formation de charcutière qui se veut d'excellence. Et donc moi, je tiens vraiment à remercier les anciens qui ont mis l'argent et qui ont eu la vision à l'époque de dire il faut que les charcutiers soient formés, non pas par une école qui est gérée par l'éducation nationale ou ainsi de suite, parce qu'il y aura toujours des aléas, mais par une école qui est gérée directement par la CNCT, la Confédération nationale des charcutiers traiteurs. C'est quand même assez singulier, je pense, pour être précisé, que aujourd'hui, on a vraiment besoin de cette spécificité-là, parce que je parlais à l'instant du trou générationnel qu'il y a eu. Si jamais il n'y avait plus personne dans les classes de charcutier, enfin peu de monde dans les classes de charcutier dans les années 2000, 2010 et ainsi de suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a énormément de classes qui ont été fermées.
Par exemple, je pense à Ferrandi, qui est une école très connue dans l'univers des arts culinaires, qui avait une formation charcutière. Eh ben, ils ont fait un calcul très simple. Le fait de maintenir une classe leur coûtait plus cher que de la fermer parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves. Ils ont fermé la classe. Et ça s'est retrouvé dans énormément de CFA, malheureusement. Et donc, toutes ces classes ont été fermées. Le CEPROC, vu qu'il est géré par la Confédération des charcutiers traiteurs, des artisans charcutiers traiteurs, a lui maintenu ses effectifs coûte que coûte. Et donc, heureusement que le CEPROC existe. Alors, vous-même, vous n'avez pas toujours pensé être charcutier, tout en étant fils, petit-fils, etc., comme on l'a vu. Vous êtes parti à un moment donné faire des études qui avaient plus à voir avec l'économie, la gestion, les choses de ce Et le genre, droit aussi beaucoup. Et le droit, oui. Tout à fait. Pour une raison très simple, c'est que j'ai toujours été admiratif du métier de mes parents. Mon frère et moi, on a toujours trouvé ça absolument incroyable. Ils sont quatrième génération, mais mes parents pour ce qui me concerne, mes parents sont repartis vraiment de zéro, dans le sens où la maison Véro, originellement, était à Saint-Étienne. Sauf qu'aujourd'hui, on est à Paris. Et cette maison stéphanoise, c'était vraiment une institution d'ailleurs à Saint-Étienne, a fermé au décès de mon grand-père, qui était d'ailleurs meilleur ouvrier de France, charcutier traiteur, a fermé au décès de mon grand-père, et concomitamment, mes parents ont ouvert à Paris, mais en repartant vraiment de rien. Mais fermé pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de clientèle ? Fermé parce que il y a... Vous savez, je pense, c'était une affaire de famille, et donc il y a eu des histoires familiales qui ont fait que mes parents n'ont pas souhaité reprendre la boutique, alors que, bien entendu, mon père a quelque part été élevé avec cette volonté de la part de mes grands-parents. Il fallait que le fils reprenne la boutique dans cette vision un peu traditionnelle de la chose. Histoire de famille, mais mes parents décident de repartir de zéro à Paris. Faut bien imaginer qu'à Saint-Étienne, on était sur une affaire avec plus de 50 collaborateurs. Je pense que tout Stéphanois qui a aujourd'hui plus de 50 ans connaît Véro à Saint-Étienne. C'était vraiment, une immense boutique. C'était d'ailleurs même pas qu'une charcuterie, on l'entendait au sens traiteur, au sens large du terme. Faut bien imaginer Saint-Étienne. Malheureusement, je dis ça avec mon cœur qui est toujours resté à Saint-Étienne, même si j'y ai jamais vécu. Saint-Étienne, malheureusement, grandit un peu dans l'ombre de Lyon, de par la proximité géographique. Faut bien imaginer que Véro, à Saint-Étienne, pendant des années, ça a été la plus grosse cave de Rhône-Alpes. Lyon inclus. C'est-à-dire que les plus belles bouteilles, le plus gros volume de vin, et ainsi de suite, c'était dans la cave de Véro à Saint-Étienne. On y trouvait de tout, en fait. C'était un comestible au sens large du terme et au sens noble du terme. Vous aviez bien entendu une charcuterie qui était gérée d'une main de maître par mon grand-père, meilleur ouvrier de France, mais vous aviez également un rayon poissonnerie avec du poisson frais. Vous aviez une boucherie. Donc, boucherie, charcuterie sont deux choses différentes, deux métiers frères, mais comme la boulangerie et la pâtisserie, je tiens à le préciser pour vos auditeurs. Bref, c'était vraiment un peu comme le Fauchon de la grande époque à Paris, mais à l'échelle de Saint-Étienne, tout ça place de l'hôtel de ville, enfin bref. Et mes parents ont décidé de ne pas reprendre cela. Ils ont décidé d'ouvrir à Paris en reprenant la maison Dorémus en 1997. Et voilà, ils sont repartis tous les deux avec un collaborateur ou une collaboratrice. Je dois dire, j'étais assez jeune à l'époque, je m'en souviens plus. De cette boutique qui a très très bien fonctionné, il y en a une deuxième qui a ouvert rue Le Courbe quelques années plus tard. Ensuite, un projet absolument exceptionnel à New York. Il faut bien imaginer qu'on est au début des années 2000. La charcuterie est vraiment dans le creux de la vague dont je parlais tout à l'heure. Et là, un chef français, lyonnais, plus précisément, Daniel Boulu, sollicite mes parents pour faire de la charcuterie traditionnelle française dans un énorme projet qu'il a d'un restaurant sur Broadway, en face du Lincoln Center, l'Opéra de New York. Et là, ça cartonne.
Et, euh, et là, mes parents vraiment entrent dans une autre dimension. Mon père s'en souvenait même plus, mais il avait gardé dans ses petites archives qu'un jour j'ai consulté un article du New York Times où il y a marqué, lui il l'avait oublié, je pourrais jamais oublier ça, moi. Gilles Véraud est au fromage de tête, ce que Yves Saint-Laurent est au smoking. Et ça écrit dans le New York Times, c'est juste incroyable. Donc voilà, et de fil en Je voudrais aiguille. bien savoir comment on dit fromage de tête en anglais. Eh ben, Faudrait que je vous vois. savez comment est-ce qu'on dit fromage de tête en anglais? On dit Dites-moi. fromage de tête. Non, mais je vous non, explique mais c'est pourquoi. une façon de tourner la difficulté qui est habile, absolument. Pourquoi? Parce que si jamais on dit déjà que les Français, très peu de gens savent Oui, pourquoi le est-ce head qu'on cheese, appelle ça ne va pas exactement marcher, pourquoi oui. est-ce qu'on appelle du fromage de tête fromage de tête. Alors si en plus de ça, il faut apprendre aux Anglais à dire head cheese, c'est-à-dire qu'il faut déjà les persuader qu'il faut goûter ce produit absolument formidable qui n'est pas du tout dans leur culture. Alors, on préfère garder le mot français, c'est une petite consonance sympathique, assez gourmet, comme ils aiment bien, et comme ils aiment bien dire aux États-Unis, français, haut de gamme, et ainsi de suite, plutôt que d'aller leur expliquer que fromage de tête, ce qui peut se dire également pâté de tête. Fromage de tête s'appelle ainsi parce que au Moyen-Âge, quand on a commencé à fabriquer ce produit, on utilisait le même moule que pour fabriquer le fromage. Et donc, c'est le moule qui a donné le nom au produit. Un peu comme une terrine. Une terrine s'appelle une terrine parce que c'est cuit dans un pot en terre cuite qu'on appelait une terrine. Et voilà. Enfin, J'avais fait une tournée aux États-Unis quand on avait traduit un livre que j'ai écrit sur Paris en anglais. Et alors, je parlais évidemment de tout ce qui caractérisait l'alimentation à Paris. Et j'avais beaucoup de mal à leur traduire andouillette. Parce qu'il y a une traduction officielle, mais ça ne marche pas très bien. Finalement, j'ai fini par leur expliquer que c'était a gift of God. Et finalement, ça piquait la curiosité davantage. Alors, revenons à votre propre aventure. Donc, vous quittez le droit et tout ce qui va avec les affaires pour revenir au bercail, si je puis dire, que ça arrive souvent. D'ailleurs, on va voir ailleurs si l'herbe est plus verte, puis on s'aperçoit qu'en fait, on est aussi bien à travailler avec les siens. Mais là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous savez de la charcuterie? Du métier de charcutier, je parle pas de la... Très très bien. Alors du métier au sens pratique et professionnel du terme, pas grand-chose. Parce que cette formation, je l'ai faite en intégrant l'entreprise, donc en 2018. À 19 ans, après une première année de droit qui s'est somme toute bien passée, parce que mes parents ne s'attendent pas du tout à ce que je leur annonce mon souhait de les rejoindre, je profite d'un dîner. Beaucoup de choses qui se passent autour de la table dans la famille, comme vous pouvez vous en douter. Je profite d'un dîner pour leur annoncer mon souhait, non pas d'arrêter le droit, mais vraiment de les rejoindre. Je le fais pas parce que je suis en échec dans mes études. Je le fais parce qu'en fait, je me rends compte que je suis plus intéressé par le secteur d'activité dans lequel ils gravitent, dans lequel ils sont, que celui vers lequel je me destine. Et là, au tout début, pour mes parents, ça a vraiment été un choc. C'est-à-dire que pas même passé les premières minutes, hein, les premières semaines, les premiers mois, ils s'y attendaient pas, et c'est même quelque chose qu'ils ne souhaitaient pas, en toute transparence. Parce que eux vivaient un métier très dur, physiquement, moralement également. Celui de artisan, chef d'entreprise, le tout dans une PME. Qu'est-ce que ça veut dire? Artisan, ça veut dire qu'on a un travail qui est physiquement intense, qui demande de porter des charges lourdes, qui demande d'être debout, qui demande, bref, tout ce qu'on peut imaginer. Chef d'entreprise, ça veut dire... à chaque fois, je vais noircir le trait, hein, mais c'est simplement pour comprendre ce qu'eux avaient en tête. Chef d'entreprise, ça veut dire gérer des collaborateurs, et avec les contraintes que ça peut avoir d'un point de vue moral, parce que c'est extrêmement exigeant de ne pas penser qu'à soi, mais de penser également aux autres.
Je disais artisan, chef d'entreprise et PME. Et PME, qu'est-ce que ça implique? Ça implique, contrairement à une grosse structure, qu'en fait, on est le couteau suisse de l'entreprise et qu'on ne peut pas avoir une vision verticale. On est obligé d'être dans l'horizontal en permanence et obligé d'intervenir partout, tout le temps. Donc, on est sollicité en permanence. Euh, et eux avaient peur de ça. Enfin, ils avaient peur de ça. C'était pas ce qu'ils souhaitaient en fait pour leurs enfants, ni pour mon frère, ni pour moi. Moi, je leur ai dit qu'au contraire, tout ça m'excitait, me plaisait et que c'était en rien un frein à mon envie de les rejoindre. Ce qui a été convenu, c'est, écoute, ils m'ont dit, déjà, on va voir dans la durée, si jamais dans 6 mois, ça devient toujours, parce qu'on sait qu'à 19 ans, on peut avoir des lubies qui sont éphémères. Et 6 mois plus tard, ça me plaisait toujours autant, c'est cette idée. Ils m'ont dit, finis tes études pour nous apporter quelque chose de différent. Ensuite, on se chargera de ta formation professionnelle. Professionnelle au sens pratique, hein, j'entends faire un jambon, pâté en croûte et ainsi de suite. C'est ce que j'ai fait. Et donc, il s'est passé 6 ans entre le moment où je leur ai annoncé mon envie de les rejoindre et le moment où je les ai vraiment rejoints. C'était le 20 mars 2018. Et là, s'en est suivi une période de formation professionnelle où mon seul objectif était d'apprendre le métier de charcutier traiteur, qui a duré à temps plein 1 an, et puis ensuite à temps partiel 1 année complémentaire également. Faut bien imaginer que j'ai eu la chance d'avoir... c'est un peu comme si votre papa est prof de maths, extrêmement reconnu dans son domaine, et que son seul objectif jour et nuit, c'est de vous former. Donc c'est pour ça que j'ai le droit à une formation accélérée, également avec notre chef exécutif, Gaël Radigon, qui est meilleur ouvrier de France, chef charcutier également, Olivier Orville, qui lui a été primé au championnat du monde de pâté croûte, qui a été primé au championnat de France du jambon de Paris. Enfin bref, j'ai eu la chance d'avoir des gens extrêmement compétents qui m'ont assuré une formation de grande qualité, et le tout en accéléré. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je maîtrise mon métier. Alors, je vous propose que nous nous retrouvions dans un 2e épisode pour parler un peu, non seulement de l'état de la charcuterie, mais aussi de tout ce qui se fait en amont de la charcuterie, notamment les approvisionnements, etc., avec les contraintes et les impératifs qui ont pu apparaître ces dernières années sur la qualité des bêtes, etc., etc. Donc, merci Nicolas Véraud, et donc au prochain épisode.